Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, car on y parlera varants et certificats avec Arnaud Courtois, vendeur produits de bourse, Bonjour. Société Générale. Vous l'avez compris, parler trading avec des traders, avec au menu cette semaine Microsoft, la croissance chinoise, une stratégie long short, LVMH Kering, Capgemini, Saint-Gobain et Total. Il ne me reste plus qu'à vous présenter nos invités. On va commencer par Jean-Luc Hussac, vous êtes trader, formateur chez Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. Tout le monde. Dorian Abadi, vous êtes analyste chez Meilleur Taux Placement. Merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour. Dorian. Franck Morel, président de Zone Bourse, analyste, créateur du Market Screener. Merci d'être avec nous Franck. Bonjour. Et bonjour. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec On refait la semaine. On refait la semaine très intéressante. On va commencer par Franck Morel. Franck, oui, c'est vous qui commencez. Vous allez commencer avec Microsoft. Vous êtes intéressé à Microsoft sur l'intelligence artificielle, j'imagine. Figurez-vous que Microsoft teste sur votre graphique, mais a déjà fait des plus hauts historiques sur la séance d'après. Donc on est sur des... oui, ce graphique date de 16h ou 16h30 hier, effectivement. Je prie m'excuser. Donc oui, Microsoft vient d'enregistrer des nouveaux records historiques, après une très forte reprise. Donc on avait conseillé le titre ici même, au même endroit, dans le cadre du salon du trading, il me semble. Et donc vers les mi-mars, vers les $250, ça a évidemment très bien marché. La question est, qu'est-ce qu'il faut faire de ces Microsoft désormais? Eh bien, j'aurais envie de dire qu'il faut peut-être en vendre une petite partie, ne serait-ce que parce que la ligne, proportionnellement aux autres lignes qu'on peut avoir en portefeuille, a dû grossir beaucoup plus vite, puisqu'elle a pris plus de 30%. Et donc il faut écrémer, prendre une partie de ses bénéfices, mais certainement pas sortir du titre à mon avis. Même s'il se valorise actuellement 30 fois les résultats, je pense qu'il reste du grain à moudre, notamment aussi parce que le dollar a perdu beaucoup de terrain depuis quelques mois. Microsoft facture 50% de son chiffre d'affaires en dehors des États-Unis et donc va récupérer beaucoup plus de dollars de ce qu'elle facture à l'étranger. Et puis on a toujours évidemment ce mouvement lié à l'intelligence artificielle puisque Microsoft détient 49% d'OpenAI. Et donc l'intelligence artificielle qui est vraiment le moteur de la hausse aux US depuis à peu près 3 à 6 mois, qui a vraiment démarré avec la publication des résultats de Nvidia fin mai, où on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle, c'était aussi une source de revenus et de chiffre d'affaires sonnant et trébuchant. Et donc que ce n'était pas juste un concept, que c'était effectivement quelque chose qui générait beaucoup d'argent, en l'occurrence pour Nvidia. Mais vous avez toute la chaîne de valeur, donc tout ce qui est hardware, les serveurs, les semi-conducteurs, donc Nvidia. Après, vous avez Super Microcomputer, par exemple, pour les serveurs. Vous avez tout ce qui est logiciel avec Microsoft, Adobe. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est service. On en parlera par exemple avec Capgemini, mais vous avez aussi Accenture, toutes les SS2I qui vont surfer sur Alten aussi, dont on avait parlé, qui vont surfer sur le déploiement de l'intelligence artificielle en B2B, donc dans les sociétés qui vont vouloir forcément s'équiper. Donc vous avez tout un pan de l'économie qui va profiter de l'intelligence artificielle. Un peu la revanche après une année 2022 assez difficile pour tout ce secteur. On a depuis 3 mois une performance extraordinaire. Certains intervenants sur le marché parlent de bulles, de risques. On se retrouverait dans une situation un peu, en fait, un peu comme dans la bulle Internet de 99-2000. Qu'est-ce que vous en pensez? À mon sens, la publication d'Nvidia a validé le fait qu'il y avait vraiment de l'argent qui était généré, contrairement à Internet au début. Ça, c'est quand même vraiment essentiel. Et qu'il y avait une adoption massive et rapide de la part du marché. Donc, est-ce que les prochaines publications, celle de Nvidia aura lieu fin août, va confirmer, voire surconfirmer, ou au contraire, est-ce qu'on aura eu une retombée de l'utilisation par le public de l'intelligence artificielle? Je pense que l'enjeu, en fait, c'est l'utilisation par les sociétés, parce que c'est elles qui vraiment génèrent
des requêtes sur des serveurs, avec de la data qui est transférée, avec tout ça qui est stocké dans tous les sens. Et les sociétés, elles démarrent tout juste l'adoption et l'équipement. Donc je ne pense pas du tout qu'on soit face à une bulle. Donc, finalement, vous êtes aussi sur Microsoft avec surveillance des résultats d'NVIDIA. Voilà, en fait, je suis aussi sur tout le secteur, vraiment. On l'est fortement et on l'est depuis un moment et on fait une super année aux US aussi grâce à ça. On a possiblement une adoption qui serait qui est rapide et qui serait peut-être surestimée par le marché avec peut-être un petit retour de bâton suite aux prochaines publications trimestrielles. Si c'était le cas, il faudrait en profiter et très probablement que ce ne sera pas le cas. Donc pour moi, il faut tenir ses positions. Très intéressant, merci Franck. Dorian Abadi, vous êtes intéressé à la croissance chinoise. Oui. C'est beaucoup l'actualité, la croissance chinoise. Énormément. Au ralentissement économique chinois, puisque dans le courant de la nuit de dimanche à lundi, Pékin a publié ses derniers résultats. Ils sont décevants par rapport aux attentes des analystes, puisque sur un trimestre, on gagne 0,8% au niveau du PIB. On le voit d'ailleurs sur le graphique. En fait, là, on a l'évolution du PIB trimestriel chinois depuis le premier trimestre 2019. Alors, à exception faite du Covid, c'est l'un des plus faibles résultats de ces 4 dernières années. 0,8. On se retrouve avec une croissance assez comparable à celle des pays occidentaux, finalement. Exactement. L'exception chinoise n'est plus là. Il y a ça d'une part. Au précédent trimestre, on était à 2,2% et sur un an, avec les résultats du deuxième, on est à plus 6,3%, ce qui peut paraître quand même très élevé par rapport à un pays développé. Ouais. Mais en réalité, les analystes s'attendaient plutôt à 7,5 voire 8%, parce que la Chine sort de 3 ans de paralysie partielle de son économie. Ça ne fait que depuis décembre que le pays a levé en grande partie la politique zéro Covid. Et donc, il y a eu cette surprise, c'est la principale surprise économique, on va dire, de ce premier semestre. Alors, ça n'a pas empêché, malgré tout, le baril de Brent de casser les $80 le baril pour rebondir sur ce que je disais. En partie pour d'autres raisons également. Trafic aérien, c'est toujours ce que je disais, trafic aérien, la reprise chinoise plus lente que prévu. Et en fait, dans le détail, il y a plusieurs moteurs qui sont à l'arrêt. La consommation intérieure, on l'a vu avec les ventes au détail, en berne, malgré le fait qu'on pouvait s'attendre à ce que les consommateurs chinois consomment l'épargne forcée pendant ces 3 ans de Covid. En parallèle, donc, il y a la production, les exportations, qui elles sont en baisse de plus de 8% sur un an. Là, c'est plutôt le signe du ralentissement économique mondial. Donc 8% de baisse, malgré l'effet de base d'il y a un an où le pays était partiellement paralysé. Ça, c'est pour les causes un petit peu basiques. Mais il ne faut pas oublier que même si les États-Unis ne l'assument pas complètement, ils ont mis sous sanction économique la Chine. Ça joue beaucoup. Ils ne veulent pas évidemment que le pays devienne la première puissance économique mondiale. Alors en invoquant le risque de sécurité nationale, ils ont bloqué, d'ailleurs pour rebondir un peu sur l'intelligence artificielle, certains composants. Alors c'est dans les deux sens, hein, il y a une réciprocité. Et de l'autre côté, alors c'est un peu le paradoxe aussi, c'est que dans nos pays libéraux, pendant le Covid, on a eu recours à d'énormes plans de relance qui ont fait exploser les déficits, qui ont alimenté partiellement l'inflation avec la politique laxiste des banques centrales. Ça n'a pas été le cas en Chine, qui défend un modèle, en tout cas politiquement communiste. Ils sont capitalistes sur l'économie, mais politiquement, ils ont été... beaucoup fait auparavant. Absolument, mais ils ont été plus libéraux que nous ces dernières années. Donc la grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les Chinois vont sortir l'artillerie lourde pour relancer leur économie, ce qui ne va pas forcément contrebalancer la faiblesse des exportations, parce que là c'est lié au ralentissement mondial, ralentissement occidental surtout. Mais c'est la grande question qui se pose parce qu'il n'y a pas 50 relais de croissance possibles maintenant pour les actions, les trimestriels. On est très suspendu aussi à ces possibles annonces chinoises. Et pourquoi pas, alors peut-être pas pour demain matin, mais un cessez-le-feu entre la guerre et l'Ukraine. Un mot sur l'immobilier chinois, aussi, qui était le moteur de la consommation intérieure pendant des années et qui, depuis 2-3 ans, beaucoup de difficultés. C'est l'un des gros points faibles de l'économie chinoise. Alors ils ont à la marge la BPOC, donc la Banque populaire chinoise, à la marge a baissé 2 taux préférentiels ces derniers temps. Ça a été une déception pour les marchés qui s'attendaient à une baisse beaucoup plus marquée. Mais là non plus, on ne voit pas pour le moment émerger de gros plans de relance de Pékin pour stimuler à nouveau l'immobilier. On a même vu ces images assez symboliques de destruction de villes fantômes qui avaient été construites absolument pour rien, qui n'ont jamais trouvé de locataires ou de propriétaires. Et donc on est vraiment suspendu potentiellement à ces annonces-là. Et en réalité, c'est vraiment l'histoire qui se joue parce que soit la Chine revient sur le modèle économique qu'elle avait ces 20-30 dernières années, interventionnisme à fond, soit au contraire, le parti va faire le choix d'un contrôle total et de laisser l'économie plutôt au second plan.
Donc on a vraiment un choix politique. Un choix politique complet. Très bien. Très intéressant, Dorian. Jean-Louis, c'est à vous, Jean-Louis Cussac. Vous êtes sur une stratégie en ce moment, long short, entre Kering et LVMH. C'était le 21 juin, j'avais proposé de faire une stratégie d'arbitrage. Donc je voulais voir un peu avec vous le suivi de cette stratégie. L'idée étant de ne pas prendre le risque directionnel des marchés. D'ailleurs, ceux-ci ont plutôt fait du surplace. À l'époque, on était vers 7270. Aujourd'hui, on est à 7300 et quelques. Donc, ils n'ont pas beaucoup bougé. Et vous voyez, là, vous avez justement l'écart qui s'est creusé entre... Vraiment, en bas, vous voyez là, sur l'abscisse 21, c'est vraiment le jour où... On l'aurait fait le lendemain, c'était pareil. Où cette position a été prise. Rappelez-nous les couleurs et les titres, alors, s'il vous plaît. En vert, justement, vert ou rouge, c'est LVMH et en bleu, c'est Kering. L'écart est monté jusqu'à quasi 9 et il s'est réduit avec le jour où le luxe a beaucoup baissé, là. Oui. Comme LVMH était quand même le symbole. Et puis surtout dans les paniers, l'arbitrage, elle est assez, évidemment, davantage pondérée. À cause de la Chine. Elle a baissé un petit peu plus à cause de la Chine, oui. Et justement, sur la consommation en Chine, et les relances d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont aller faire pour les consommateurs. Donc là, bon, ça s'est calmé immédiatement. Hein. Le lendemain, c'était terminé. LVMH a stoppé sa baisse. Bon, et l'écart est de 7% aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous voulez, en un mois, sans risque de marché. Alors, d'accord. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est un bon exemple d'une stratégie long short. Le pari étant de poursuivre dans l'idée d'un écartement du spread dans un sens favorable et comme nous avons sur l'écran. Donc voilà, moi je considère que ça a fonctionné. 7% de performance sans en effet de risque directionnel de marché. Parce que si tout s'écroule, les deux valeurs vont baisser. L'idée étant que même si on avait un écroulement des marchés, vous savez, ce sont toujours, au début, celles qui remontent, c'est les plus belles. Le top du top. Celles qui sont très pondérées dans les indices, etc. Donc, je pense on peut laisser porter. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai proposé cela, j'ai dit c'est du long terme. Si c'est bien parti, s'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de mauvaises nouvelles qui pourraient venir contrarier cette idée-là. Donc je pense qu'on peut laisser porter, penser que l'écart peut augmenter. Voilà. Quel est le calendrier chinois là? Est-ce qu'on attend des nouvelles bientôt? Parce que là on vient de voir les publications du PIB. Quelle est la prochaine échéance? La balance commerciale mensuelle, évidemment. D'accord. Oui. À surveiller donc pour le luxe. Non mais là ce qu'on attend c'est est-ce que la Chine va prendre des mesures de relance auprès des consommateurs en fait. C'est la question. À la limite, la question que j'aurais posée, c'est à combien tu estimes les probabilités qu'ils fassent une relance vraiment auprès des consommateurs ou pas, quoi. Voilà. Après prendre le lance. Sachant qu'il y a un évident, problème d'ailleurs sur les consommateurs, c'est chez les jeunes. Vous avez un taux de chômage pour les 16-24 ans qui est supérieur à 20%. C'est un record sur les statistiques récentes en Chine. Ça ne présage rien de bon. Les chiffres des jeunes urbains en plus, ça tient pas. Les jeunes urbains, politiquement, il faut les tenir. Bon, oui. On va suivre ça avec attention. Merci messieurs, très intéressant. On va passer à la rubrique le zoom sur. Le zoom sur avec Arnaud Courtois, vendeur produits de Bourse Société Générale, qui va nous parler d'un service Boursorama de trading en horaire étendu. C'est ça. Alors comme vous le savez, ça fait plusieurs années maintenant qu'on peut traiter les varants, les turbos, enfin les produits de bourse de façon générale, jusqu'à 22 heures. Et depuis quelques semaines, ce service donc d'horaire étendu a été ouvert aux clients Boursorama sur les actions et sur les ETF, donc jusqu'à 22 heures aussi. L'intérêt de ce service, il est double. Le premier, c'est bien sûr la gestion du risque, c'est-à-dire que maintenant, si vous détenez une position sur une action ou sur un ETF, une fois la clôture passée, eh bien, vous n'êtes plus obligé d'attendre l'ouverture du lendemain pour déboucler votre position. Vous pouvez le faire sur cette plage d'horaire étendu. Le deuxième intérêt, c'est que ça dégage des nouvelles opportunités. On le sait, les marchés européens, français, ils sont assez corrélés à ce qui peut se passer aux États-Unis. Et pouvoir traiter sur cette plage d'horaire étendu, ça permet de traiter
des actions, mais aussi des ETF, donc toute une partie indicielle, sur les mêmes horaires que les horaires américains. Donc lorsqu'il y a une information d'importance sur telle ou telle valeur aux États-Unis qui a un impact sur une valeur équivalente en France, eh bien vous pouvez saisir cette opportunité avec cette plage d'horaire étendue. Ou alléger sa position. Ou alléger sa position, et tout à fait. Enfin, ça marche dans les deux sens. Vous pouvez acheter, vous pouvez vendre, hein, comme dans les horaires normaux de marché. Alors le fonctionnement en revanche est différent. C'est-à-dire que quand le marché est ouvert, donc le marché parisien est ouvert, lorsque vous voulez acheter ou vendre un titre, eh bien vous achetez ou vous vendez face à quelqu'un qui veut faire l'opération inverse. C'est-à-dire si vous achetez 50 actions totales, eh bien vous achetez face à un investisseur qui lui veut vendre ces 50 actions totales. En horaire étendu, ça ne fonctionne pas comme ça. En horaire étendu, il n'y a pas assez d'intervenants pour que la liquidité soit suffisante pour que ce système d'offre et demande s'équilibre. Donc en horaire étendu, vous traitez face à un internalisateur systématique, donc Société Générale, qui va déterminer les prix des actions et des ETF et qui va fournir de la liquidité. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que même quand le marché français, par exemple, est fermé, eh bien, les actions françaises cotent sur des places de cotation alternatives. Donc il y a de nombreuses places de cotation alternatives qui, prises séparément, affichent une liquidité réduite, donc avec des spreads ou des tailles extrêmement réduites. Et le rôle de l'internalisateur systématique, c'est d'agréger toute cette liquidité qui existe sur ces différentes places pour pouvoir fournir des spreads serrés, pour pouvoir fournir des tailles importantes. Donc ça, c'est la première façon, la première méthodologie qui est utilisée par l'internalisateur pour fournir des prix. La deuxième, c'est que mathématiquement, on observe que les valeurs sont corrélées entre elles, et sont corrélées à des indices. Donc même quand une valeur ne cote pas, il est possible de déterminer quel serait son prix si jamais elle cotait, en regardant un indice qui cote avec lequel elle est corrélée, en regardant une action, par exemple, équivalente aux États-Unis avec laquelle elle est corrélée. Et de cette façon, avec ces deux méthodologies, les places alternatives et la corrélation, eh bien, l'internalisateur systématique peut déterminer quel serait le prix de la valeur si jamais elle était cotée et fournir ce service de... Ce qu'on appelle le bêta, c'est la corrélation entre un indice et un instrument financier. C'est-à-dire que si la société a l'habitude de faire 1,5 fois plus à la hausse ou à la baisse que l'indice, elle a un bêta de 1,5, c'est ça? Exactement, donc il y a des valeurs... alors il y a les plus simples, c'est bien sûr les valeurs qui représentent une grosse pondération dans un indice. Donc si vous regardez une valeur LVMH ou Total, eh bien, si vous voyez le CAC qui évolue de telle ou telle façon, vous pouvez estimer que le poids de LVMH dans l'indice étant tellement important, eh bien, LVMH évolue de façon similaire. Et donc ce service, qui est disponible depuis plusieurs semaines chez Boursorama, est amené à s'étendre, mais pour l'instant, il est ouvert sur une centaine de valeurs, donc principalement françaises, et une centaine d'ETF. Donc c'est-à-dire que jusqu'à 22 h, vous pouvez traiter ces 200 valeurs, donc avec des conditions de liquidité qui sont différentes de celles que l'on peut avoir quand le marché est ouvert, mais qui sont compétitives. Question. Oui, merci beaucoup Arnaud. Oui, question. Est-ce que le client peut se glisser dans la fourchette market maker ou pas? Non, c'est un... Non, c'est bid, ask, c'est market en face. Il traitera toujours face à un internalisateur systématique, donc il y a un prix d'achat, un prix de vente. C'est ça. Voilà. Okay. Merci infiniment. On va passer maintenant à la rubrique Le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe. Chacun de nos invités traders assis autour de la table aura 1 minute, pas plus, 60 secondes pour convaincre les deux autres. Charge à eux de déterminer s'il y a trade ou pas trade, comme le nom de l'émission. Alors on va commencer avec Franck Morel. Franck Morel, vous allez nous parler de Capgemini. Attendez, le chronomètre va s'afficher. C'est parti. 3, 2, 1, c'est à vous. Alors j'ai choisi de vous parler de Capgemini, qui est donc une entreprise spécialisée dans les services numériques, une ESN, un de nos leaders, un de nos fleurons français, leader mondial. 17 milliards de chiffre d'affaires, répartis aux 4 coins du monde, sur à peu près tous les types de prestations et services qui peuvent être fournis. Et donc,
tout le secteur clignote vert. Vous avez aussi Sopra en acteur beaucoup plus petit dans nos radars. On est investi dans le cadre de nos portefeuilles Europe sur Capgemini qui consolide horizontalement depuis plusieurs mois avec à notre sens du potentiel et un nouveau potentiel libéré aussi par le fait que la société devrait fournir, on fait ce pari, des services autour de l'intelligence artificielle et qui va avoir un relais de croissance extrêmement important pour l'activité et pour tous ces types d'activités. Voilà, donc parfait. Alors, trade ou pas trade, Jean-Louis, Dorian, quel est votre verdict? Ouais. Ah, go, stop, pas trade pour Jean-Louis. La parole est à vous. Commencez, la contradiction. Alors, Capgemini, moi j'ai vu, sur le plan technique, c'est prendre le relais d'une hausse qui est déjà très, très importante. Elle a sous-performé depuis quelques mois, sur au moins l'année qu'on peut voir devant nous, là. J'ai vu, moi, pour ma part, des dégradations d'avis fondamentaux. Alors, pas trop mauvais, hein. Elle reste quand même dans certaines first lists, d'ailleurs. Donc, moi, j'y n'irai pas. Je trouve qu'il y a mieux à faire ailleurs. Et je suis très surpris que Franck nous ait pas proposé. Je n'ai pas osé, Franck, parce que je me dis, je te la laisse. C'est Alten, que tu adores. On est dessus déjà. Et qui a perdu 16%. Et là, Alten, elle est magnifique. J'ai vraiment. D'un point de vue graphique. Ah bah oui. Et Franck est dessus depuis longtemps. Pas le sujet. Donc elle a retracé. Non, mais ça vraiment, faut le dire. Elle a retracé. La dernière fois, je m'y étais opposé. J'avais dit non, mais j'achète pas parce que c'est en haut. Mais là, elle est dans une configuration d'achat très jolie. Voilà, regardez Alten, vous allez voir. Même secteur. Donc je préférais Alten que Capgemini. Donc stop. Dorian, vous allez dans le sens de Franck. Si le sujet c'est d'investir à très court terme, pourquoi pas avec les turbos. Il y a quelque chose à faire certainement avec un rachat sur le creux, sur le support plutôt des 166, 168 en direction de la résistance des 178. Oui, je pense qu'il y a quelque chose à faire, notamment avec la mode, et c'est un bien grand mot, plutôt le changement structurel, il faudrait dire, sur l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle tout le temps. Oui, mais ce qui est important, et je rejoins ce que disait Franck sur Nvidia, c'est qu'on est en pleine saison de publication des résultats trimestriels. Là aussi, ça peut être intéressant de surveiller ceux de Capgemini en vue de ce scénario. À court terme, oui. Moi, je pars du principe que trade ou pas trade, c'est du court terme. On est dans le trading, voilà. On est produits de bourse. Donc, je pense que oui, racheter un creux sur Capgemini, certainement un potentiel intéressant. Produits de bourse qui présente évidemment un risque de perte de capital en cours de vie à l'échéance. Franck, réponse. Deux choses. J'ai dit qu'elle faisait 17 milliards de chiffre d'affaires, elle fait 23 milliards de chiffre d'affaires. Et le franchissement des 180 a eu lieu hier. Donc en fait, vous avez un signal de sortie par le haut d'une phase de consolidation horizontale. L'intelligence artificielle, ce n'est pas la spécialité de Capgemini, qui est une spécialité du service numérique pour les sociétés à travers le monde. Mais les sociétés vont forcément faire appel encore davantage à ce type de prestataires pour numériser encore davantage leur business et digitaliser comme c'est le cas depuis 30 ans, de plus en plus, et vont aussi avoir des besoins nouveaux autour des nouvelles fonctionnalités qu'offre l'intelligence artificielle. Et je pense sincèrement que des Alten aussi, mais des Capgemini, tous ces types de sociétés vont bénéficier d'un relais de croissance important lié à l'intelligence artificielle, même si ce n'est pas un pur player de l'intelligence artificielle, c'est un pur player du numérique, et on va à peu près tout numériser dans les années qui viennent, c'est à peu près certain. Merci beaucoup Franck. Alors Dorian, c'est à vous. Vous allez nous parler de Saint-Gobain. On remet le chronomètre derrière moi. Il va apparaître dans quelques instants. C'est parti. 3, 2, 1. C'est à vous, Dorian. Oui, il y a un scénario de trading que l'on surveille. Au niveau du leader des matériaux de construction, c'est une petite phase de repli sur un point d'achat médian à la tranche 52-55, qu'on peut résumer à 53,5 comme prix médian de rachat. Donc globalement, sur les plus bas de ce canal ascendant qu'on voit en gris sur le graphique, un stop en dessous sur les 48,40, 48,50. L'idée est de tabler sur un rebond. Alors, moi, j'aime bien donner toujours deux objectifs, un de court terme et un peu plus moyen-termiste, sur respectivement les 57,80 et 64,80. On voit ces derniers temps pas mal de relèvements de recommandations, d'objectifs d'analyse, notamment la banque d'investissement américaine Stifel, qui est passée de conserver à acheter, et respectivement de 52 à 68 € sur le titre comme objectif.
parce qu'on s'attend en fait à ce que Saint-Gobain retrouve ses niveaux d'activité pré-Covid dans les 12 à 24 prochains mois, après déjà une année historique, mais d'un point de vue financier 2022, avec un chiffre d'affaires à 51 milliards et des bénéfices à 3 milliards. Parfait. Parfait respect du timing. Alors Franck Morel, Jean-Louis Cussac, trade ou pas trade? Tout le monde est d'accord. C'est un peu triste, mais bon, ça veut dire peut-être que c'est un bon scénario. Jean-Louis. Non, mais c'est une belle valeur. Il y a un consensus très favorable. Il aurait été proposé d'acheter immédiatement, j'aurais dit non. Ouais. Mais voilà, dans l'idée de rien Achat sur savoir, repli, 53,5 vous avez dit. Exactement. oui, Comme pour le Brent la dernière fois d'ailleurs. D'accord. Toujours. on voit là, par exemple, que le 53, c'est un niveau potentiellement support. Ouais. Même si on passe un petit peu sous la ligne de hausse, là, le canal haussier. Mais oui, de toute façon, je pense que ce sont des valeurs, en effet, qu'il faut tenter d'acheter sur des replis. L'investissement est quand même pas trop risqué. Après, c'est un risque. Oui, risque lié au marché action. Franck. La société est très faiblement valorisée. Alors, on n'a pas une croissance folle de l'activité, mais la croissance est rentable. Faiblement valorisée, vous avez même du dividende. En fait, tout l'enjeu, c'est de savoir si la construction et donc l'immobilier vont se tenir en phase de ralentissement. Mais vous avez aussi tout ce qui est lié à la rénovation énergétique, plus particulièrement, où là, c'est un pure player. Donc, il y a un petit feu rouge autour de tout ce qui est immobilier et construction, et vous avez le feu vert fluo sur tout ce qui est rénovation et consommation d'énergie. Donc oui, c'est une bonne idée. Parfait. Oui, un autre mot, pardon. Pas forcément sur repli, parce que le repli, généralement, quand on l'attend, n'intervient pas, mais plutôt sur le franchissement des plus hauts. Ah, d'accord. On va être fixé d'ailleurs dans une semaine là-dessus, parce que le 26 juillet, il publie les résultats. Voilà, donc en fait, si vous n'y croyez pas avant, le signal, quand il interviendra, vous ne serez pas dessus, puis ce sera trop tard pour rentrer. Donc, ça dépend. Comme à chaque fois. C'est un peu dur. Ceci dit, sur le potentiel du rebond... Pas de cynisme chez Franck Morel. Non, mais Pour une fois. Non, il y a 8% en fait à venir prendre sur le scénario. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en fait, le rebond, là, on est en unité temps quotidienne. Le fait de revenir sur 53, on y était il y a à peine une semaine. Et au-delà de ça, ce potentiel 53,5 à 57,80, on est à peu près à 8% sans effet de levier. Ah oui. C'est ça que je viens chercher, exactement comme sur le Brent la dernière fois. C'est des 5 à 10%, amplifié avec un peu de levier derrière sur le turbo. Non, à 53, le rapport risque-bénéfice est valable. Et Franck, à 58, il est quand même beaucoup plus défavorable. Donc, ça peut être... Mais les résultats peuvent oui. Scénario invalidé, on passe à autre chose. Le rapport risque-bénéfice... les 53, tu n'auras plus envie de les acheter. Non, mais c'est pas grave, on aura raté le coup. Mais le rapport risque-bénéfice, c'est à l'instant T ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur. Donc, si on peut dire « il ne me plaît pas » ou « il me plaît ». Voilà, c'est tout simplement ça. Considérant que dans les deux cas, nous sommes tous favorables à la valeur. Parfait, c'est clair. Merci infiniment. D'ailleurs, Jean-Louis, je vous laisse la parole, c'est à vous, sur Total. On va mettre le chronomètre. Total, classique. Hein. J'ai hésité à le prendre. Alors, le chronomètre va s'afficher dans quelques instants. 3, 2, 1. Jean-Louis, c'est à vous. Bon, Total Énergie, tout le monde connaît, évidemment. Pas besoin de présenter la société. Là, j'ai pris une grosse du CAC 40, puisque c'est la deuxième pondération. Elle est revenue tout simplement sur un niveau support. Alors évidemment, le graphique, on ne peut pas dire qu'il soit explosif, mais justement, c'est peut-être, comme sur Alten tout à l'heure, dont je parlais, l'occasion d'investir avec un risque très limité. Il y a plusieurs idées, si vous voulez. On achète la valeur ou on cherche à se couvrir, encore une fois. Et donc il y a un graphique juste après où je montre, si vous voulez, la corrélation avec le CAC 40. Alors, on n'aura pas le deuxième graphique, malheureusement, Jean-Louis. Ok, donc on peut par exemple acheter du Total, vendre de l'indice, dans une proportion qu'on peut d'ailleurs modifier, pas forcément 1 pour 1, et donc turbo s'arbitrer avec un petit effet de levier à la hausse sur un Total et un turbo put, par exemple, sur l'indice. Ouais. Là, vous m'avez pris 20 secondes. Pardon. Mais je vous les redonne. Non, mais... Et l'autre possibilité d'arbitrage, parce qu'en ce moment, moi, j'aime bien, si vous voulez, arbitrer. Donc, l'autre possibilité, mais attention, c'est de travailler face au pétrole, mais sachant que le pétrole a une volatilité quand même extrêmement importante. Très bien, très bien. On va s'arrêter là. Jean-Louis, je suis désolé, vous aurez la parole tout à l'heure, mais là, trade ou pas trade, messieurs?
Stop. J'ai l'impression que c'est une question de principe. Mais vous allez... Et donc, trade ici, pas trade ici. Franck, la parole est à vous. Non, mais en fait, il n'y a rien à attendre sur Total sur les 3 prochaines années, d'après les analyses qui couvrent la valeur. Donc, en fait, en gros, on va être au 5e trimestre de décroissance publié. Ça fait 15 ans que le chiffre d'affaires, la société fait le même chiffre d'affaires. Je ne crois pas que le pétrole soit l'avenir. Quand bien même elle est extrêmement faiblement valorisée, vous avez aussi une baisse du pétrole. Par ailleurs, on en trouve de plus en plus. La consommation baisse. Les stocks sont pléthoriques de pétrole. Donc non, je suis négatif sur tout le secteur, aussi par principe, puisque le pétrole, ça pue et ça pollue. Mais je pense que le rebond n'interviendra pas sur les 50 sur Total. Très bien. Dorian. Je ne rejoins pas le propos qu'on en a fini avec le pétrole. Clairement, peut-être une baisse de volume dans la consommation, même si c'est stabilisé autour de 80-81 $ le baril. Je pense qu'à court terme, et même à long terme, parce qu'en réalité, avec le paiement d'un dividende particulièrement généreux tous les trimestres, ça peut être... On a combien de pourcents de dividendes là chez Total? 5, 6, ouais, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. 6. Mais bref, oui, à court comme à moyen terme, je pense que du Total à 50-51 €, c'est bon en portefeuille. Pour le dividende ou même pour tabler sur un rebond. En l'occurrence, le rebond à court terme, ce serait en ciblant certainement la résistance des 55 à la louche. Donc oui, moi j'y suis plutôt favorable. 51-55, ça reste quand même un joli potentiel. D'autant qu'on n'a pas forcément vu tout le rebond du baril sur 2023 Oui, encore. Oui, encore une fois, vous l'avez souligné tout à l'heure, énorme volatilité. Ouais. Avec des tentatives des producteurs de limiter leur production, mais qui n'aiment pas forcément... On est au plancher pour le moment, en fait. On est simplement revenu au plancher en passant de 75 à 80, le plancher que voulaient les Saoudiens. Donc pour le moment, ils font de l'argent. Au-delà de 78, mais pas énormément. Non, puis le prix du pétrole anticipe des récessions dans certaines zones. Croissance chinoise, grosse influence, encore bien sûr. Un peu partout. Hein. Aérien aussi. Et donc, mais ils ont anticipé des récessions à un moment donné aux États-Unis. Là, a priori, ce serait pas le cas, donc on ferait un touch and go, quoi. Et non, moi je pense que le rapport risque-bénéfice, si on veut vraiment on peut scalper, on peut mettre des stops très près, mais l'idée c'est d'avoir un rendement qui est quasi assuré et Total, c'est pas que le pétrole non plus. Hein. Franck, un commentaire sur le scalping. Le scalping, c'est faire des mouvements à très court terme. Voilà, mais quand on regarde la forme des bougies et les enchaînements journaliers, c'est juste ingérable en intraday. Expliquez-vous. Vous avez pas de mouvement directionnel. Vous avez une succession de tout petits mouvements. Une succession de retours d'aller. Ouais, non, je suis pas d'accord. J'aime bien, il y a deux approches très différentes. Mais je me suis probablement fait énormément d'ennemis en disant que j'étais négatif sur Total, puisque c'est la société la plus détenue, dans laquelle les Français sont le plus investis. Et là, pour le coup, sincèrement, je ne comprends pas. Non, mais votre centre d'intérêt sont meilleurs. Je ne comprends pas comment on peut avoir choisi aujourd'hui de mettre son épargne massivement sur Total, quand bien même la société a évidemment une utilité, etc. J'ai été négatif. On a évidemment besoin de plastique, de pétrole. Il faut faire le sale boulot. Et on en a besoin. Et on a aussi besoin d'aller chercher là où il est. Et de s'entendre géopolitiquement avec tous ces gens. Mais le fait est que c'est un business qui est mature, en déclin, qu'il va falloir taxer, il n'y a juste pas le choix, c'est le sens de l'histoire. Donc en fait, vous n'avez pas de croissance et des problèmes à venir. Donc sur le principe, on n'investit pas dans cette industrie. Merci pour cette clarification. On va s'arrêter là. On va passer maintenant à la rubrique le quiz, tant attendu. Rubrique à vos marques, le quiz avec Arnaud Courtois qui va nous faire un qui suis-je ou un que suis-je. Vous allez nous montrer des graphiques et puis il va falloir deviner la valeur, c'est ça? Exactement. Alors c'est le principe. On va afficher le premier graphique. Voilà, vous l'avez déjà vu dans l'émission. Alors, quelle action américaine se cache derrière cette courbe depuis le début de l'année? AMD, Intel ou Nvidia? Franck. Nvidia. Ah oui. J'attendais Franck sur ce graphique. Il a parlé de Microsoft en début d'émission. Et si elle replie, il faudra en prendre. Oui, donc Nvidia... On le savait ça. Ouais.
S'il vous plaît, laissez les explications. Bah, j'imagine que vous le saviez tous, hein, on est sur une des plus grosses performances d'actions américaines depuis le début de l'année. Donc Nvidia, historiquement, les gamers connaissent cette valeur depuis longtemps, qui fabriquait des cartes graphiques, mais que l'on retrouve maintenant globalement, qui s'est positionné comme en fournissant des systèmes de calcul informatique. Et donc on retrouve dans les agents conversationnels, donc les fameuses IA, ChatGPT, etc., et dans les véhicules autonomes. Qui est en croissance très forte depuis le début de l'année, avec un saut marqué lors de la publication des résultats du Q1 le 24 mai. 25%, c'est très beau. Merci. Alors, 1 point pour Franck, 0 pour Jean-Louis, 0 pour Dorian. Deuxième question. Alors, plus compliqué peut-être celle-ci. Quelle action issue du secteur multimédia correspond à cette évolution depuis le début de l'année? Activision Blizzard, Electronic Arts ou Take-Two Interactive? Dorian. Activision. C'est Activision, exactement. Bravo. Donc on est sur une courbe une courbe de l'action qui n'évolue quasiment pas depuis 1 an, puisque ça fait presque 18 mois désormais qu'il y a une offre de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft à 95 $, et que du coup l'action évolue en fonction de l'actualité, des publications des autorités sur l'approbation ou non de la fusion, et elle cote désormais à un peu moins de 93 $, donc pour les marchés, c'est pas chose faite encore, mais voilà, il y a eu une publication, une baisse le 26 avril suite au refus de l'autorité britannique de valider le rachat, et une nouvelle hausse suite à un avis plus favorable de l'Union européenne récemment. 1 point pour Dorian, 1 point pour Franck, 0 pour Jean-Louis. Troisième question. Quelle action issue du secteur automobile correspond à cette évolution depuis le début de l'année? Éliminé. Franck disqualifié. C'est sûr que c'est une question de rapidité. Tesla, General Motors ou Volkswagen? Dorian, je pense. Tesla. Tesla. Tesla, c'est sûr. Si on affiche les autres les graphiques échanger. des autres valeurs, voilà. Oh. La courbe d'évolution de Tesla est bien sûr très différente de ses comparables du secteur automobile. Beaucoup plus de volatilité. Donc un début d'année en fanfare, puis une baisse. Et depuis le 16 mai et la confirmation par Elon Musk qu'il allait rester CEO de l'entreprise, eh bien, une nouvelle phase de hausse. Et donc depuis le début de l'année, la valeur a fait fois 1,5, alors que ses comparables du secteur automobile ont bien sûr varié beaucoup moins. 2 points pour Dorian, 1 point pour Franck, 0 pour Jean-Louis. Jean-Louis, allez-y. Quatrième question. Quatrième question. Quelle action issue du secteur de la consommation correspond à cette variation depuis le début de l'année? Walmart, Casino ou Carrefour? Jean-Louis. Casino. C'est Casino, exactement. Bravo. Donc une baisse au début de l'année suite à des résultats en berne, et puis depuis quelques semaines, une actualité très fortement liée aux spéculations sur l'avenir du groupe, et récemment une baisse très importante suite au projet de rachat, en sachant que les actionnaires individuels, les actionnaires existants de Casino vont être dilués massivement sur le projet en cours, puisqu'ils ne représenteront que 0,3% du nouvel actionnariat. Oui. Le prix théorique serait de 0,05. Waouh. Ça fait mal. Un peu comme du Orpea. Jean-Louis, 1 point. Dorian, 2 points. Franck, 1 point. Dernière question. Quel indice correspond à cette variation depuis le début de l'année? Le VIX, le CAC 40 ou le S&P 500? Jean-Louis, je sais qu'il va trouver la bonne réponse. VIX. Ah oui. C'est le VIX, bien évidemment. Franck, on vous entend plus? Ah oui, non, mais je suis assez rapide. Ouais, il l'entend celui-là au moins. Pardon, on laisse Arnaud expliquer un peu. Donc il y a un profil d'évolution bien sûr très différent. C'est pas un indice action, donc ça n'a rien à voir avec le CAC ou le S&P. Et le VIX qui retrouve des points bas depuis quelques mois, puisqu'on doit être aux alentours de 12, ce qui est historiquement très bas et beaucoup plus bas que ce qu'on a pu avoir ces dernières années. Petit point sur le VIX, Jean-Louis. C'est vrai que 12, c'est quand même rien du tout. Alors non, c'est pas rien du tout. Ce qui compte, c'est en fait comment s'est construit un mouvement. Moi, je travaille beaucoup là-dessus, si vous voulez. C'est le mouvement de hausse
des marchés a été construit avec une volatilité implicite extrêmement élevée, qui a eu pour caractéristique de ne pas vraiment baisser pendant la hausse. Elle s'est mise à baisser quand on a commencé à avoir des réponses à beaucoup de questions. Et puis, à partir du moment où on a fait déjà une première fois 7004, on est revenu, etc. Donc, si vous voulez, on revient sur des plus hauts, on est sur des plus hauts, avec une vol qui était encore hier à 13, sur le CAC 40 par exemple, parce que le VIX a un calcul un peu particulier, mais moi ce que je regarde, si vous voulez, c'est la volatilité à 1 mois ou à 3 mois, vous voyez, à la monnaie. Oui, mais avec un indice de la peur à 13%, alors qu'on est plutôt historiquement à 16%, c'est quand même assez bas. C'est bas par rapport à la période, mais moi je l'ai connu à 9. Hein. Oui, c'est vrai. Je l'ai connu à 9. Quand j'ai dit, en fin 2019, quand j'ai dit qu'il y avait un problème, on était à 10. Et là, on avait construit une hausse avec une vol qui ne cessait de baisser. On voyait que les acteurs des marchés, les investisseurs, notamment les gérants, vous savez, à ce moment-là, quand ils ne savent plus quoi faire, ils vendent des puts en disant « ça ne me dérange pas, on est à 6100, d'être acheteur à 5008 ». Le problème, c'est quand on va à 5008, là, ça les dérange. Et là, si vous voulez, la différence entre un market maker, un gérant, que je vais associer à un client particulier, c'est que la réactivité n'est pas du tout la même. Le market maker a une réactivité tous les jours. Tous les jours, il va ajuster son delta. De toute façon, c'est comme ça. C'est les machines qui vont le faire, c'est des calculateurs. Le gérant, il va avoir, un peu comme le client final, un choix beaucoup plus discrétionnaire. Il va se dire, non, mais ça va remonter. Une inertie quand même. Puis de toute façon, 5008, ça m'intéresse. Le problème, c'est que tout d'un coup, il passe d'un delta, on va dire, 0,2 multiplié par le nombre de titres, mais de 0,2, tout d'un coup, il est à 0,7. Ouais, on rentre et là, il se dit, ouh là là, mais mon risque, il vient d'exploser là. Et je veux plus acheter, moi. Le problème, c'est qu'il faut faire quelque chose. Et c'est là où il se met à paniquer. Et c'est là où ça crée des effets dominos, parce que là, il y a des contraintes, si vous voulez, de marché qui font qu'ils sont obligés de vendre. Merci Jean-Louis, on y reviendra peut-être sur le delta et sur la couverture dans un prochain numéro. Merci messieurs, merci à tous. À la prochaine fois, et si vous aimez l'émission, cliquez sur j'aime.